Bienvenue au Polysécure, épisode sur l'actualité au 4 janvier 2026. Je commence par vous souhaiter une excellente année. La façon que ça s'aligne, nous allons avoir encore beaucoup de travail cette année. Rien ne relâche, rien n'arrête. Donc, vous allez voir ce qui s'en vient. Je souhaite une excellente reprise des gens qui ont subi Monco Bleed durant le temps des fêtes et ont revécu un peu ce que Log4j a été il y a quelques années. Donc, reposez-vous, c'est bien le moment. Et n'exposez pas de MongoDB sur Internet. Ça serait peut-être une meilleure option. Commençons avec les Shameless Plug, 25-26 février, le Secure, le 31 mars au 2 avril, Forum Cyber en Europe, 14 au 17 avril, le BotConf, le 28-29 avril, CyberEco, Cyberconférence, 9 au 17 mai, NordSec, 3 au 5 juin, le Styx. Là, je vais me mettre encore une note de ne pas l'oublier. Et le 19 septembre, B-Side à Montréal, ça a été annoncé récemment. La nouvelle date. Donc, excellent événement, très communauté, j'aime beaucoup ça. Bref, commençons avec les nouvelles. Premier blog sur l'intelligence artificielle. Commençons avec quelque chose de sympathique. L'analyse automatique du code à travers du MCP Burp Suite, donc être capable d'analyser de façon dynamique le code en branchant Burp Suite et un analyseur en MCP. Donc, c'est très, très bonne nouvelle. C'est des outils très utiles. Il y a la même chose pour la décompilation ou d'autres facettes. Donc, c'est très utile. Ça va être des outils qui vont aider les gens à propulser leur capacité beaucoup plus loin. Extract, MCP Orchestration, même chose. En ce cas-ci, c'est un ensemble d'outils pour les pentesters qui sont capables d'améliorer à travers un MCP, donc d'aller beaucoup plus loin avec l'analyse et du support d'un modèle de LLM en arrière. L'injection de prompt est un état permanent tel que dit par OpenAI, malgré l'effort qu'ils ont fait dans le renforcement de leur, ou durcissement, tout simplement comment on veut nommer ça, de leur navigateur avec intelligence artificielle Atlas. Il demeure que c'est un cas permanent, l'article, ou en tout cas le blog post est très intéressant, très vaste sur l'analyse que c'est, mais il demeure que c'est toujours un élément très important. Ça va être sensible, c'est aussi sensible qu'un humain peut l'être, l'ingénierie sociale. L'intelligence artificielle a la même faiblesse, si on veut, que l'humain en ce sens, donc on est capable de l'amener à se tromper. Il est un peu plus nono qu'un humain normal pour le moment. Ils vont probablement réussir à hausser ça avec le temps, mais pour le moment, bref, il n'y a pas de background, donc il n'est pas capable de distinguer le vrai du faux. Donc, ils vont prendre des ordres pour des choses qui sont, pour un humain, nous semble évident. Pour le AI, ça n'allait pas. Donc, soyez très, très prudent et s'assurer dans le contexte d'utilisation de ces outils-là que c'est dans un élément de zone de déflagration cohérente par rapport à votre sensibilité au risque. Pour la mienne, elle est quasi nulle. Donc, pour ce genre de choses-là, donc, je ne l'utilise pas. Mais si vous voulez calculez votre zone de déflagration en conséquence de ce que vous êtes prêt à prendre comme risque. Et ne soyez pas naïf dans la mesure du risque que vous êtes capable de prendre parce que ça a des conséquences qui sont même assez importantes. Il peut jusqu'à aller faire des transactions financières en votre nom, donc ça a quand même des impacts assez importants. Donc, bien analyser. Puis je pense que c'est peut-être plus la connaissance des gens qui est à parfaire que l'intelligence artificielle lui-même. Et par ailleurs, les différents modèles dont OpenAI est en train de cadrer et de mettre des balises de plus en plus importantes ou aider les gens à se mettre des balises pour éviter de se tirer dans le pied. Un peu l'essentiel du problème qu'il y a. Microsoft dit, puis ça c'est Kevin Beaumont, fait qu'il faut prendre avec peut-être pas un grain de sel, mais bref, il faut aller lire ce qui est le contexte qui suit ce genre de choses-là, mais bref, dit que Microsoft mentionne que le fait d'injecter des choses dans Copilot donne des informations sur le fonctionnement arrière de tout ça. Ce n'est pas une vulnérabilité parce que c'est conforme à OWASP, donc c'est un peu une boutade par rapport à la réponse de Microsoft. Et dernière nouvelle de cette section-là, qui est peut-être un peu plus lourde que les autres, sommes-nous prêts à se faire gouverner par l'intelligence artificielle? C'est Boschnauer qui aborde ce sujet-là, l'aborde sur les différentes facettes de la société, notamment l'exécutif, le législatif et le judiciaire, les compagnies, les prises de décision automatiques. Mène des exemples qui, à travers le monde, il y a des lois qui sont écrites avec du AI, qu'il y a des juges qui l'utilisent ouvertement à travers le monde pour remettre leurs décisions, écrire leurs décisions ou prendre des décisions avec cet objet-là. Et même chose pour l'exécutif dans l'exécution de plusieurs choses, donc notamment le gouvernement.
Je n'irai pas commenter énormément parce que je suis impliqué dans certains dossiers de cette nature-là, mais la réflexion qui est amenée est très intéressante de savoir où on veut se positionner, comment on se place comme société. Donc, allez lire et formez-vous une idée sur ça parce que ça s'en vient beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Section suivante, bleu. Hong Kong utilise les banques physiques pour lutter contre la fraude. Essentiellement, les comptes de banque sont tagués d'un certain type qui oblige que les transactions soient faites en personne à travers dans les succursales des banques. C'est un moyen efficace qui lutte contre justement l'industrialisation des fraudes qui sont faites à travers Internet. Donc, on revient aux éléments standards. Ce n'est pas sans rappeler ce qu'on avait discuté sur le podcast avec Cybercitoyen sur le fait que certains éléments de vérification d'âge, par exemple, étaient faits dans un dépanneur physique au Japon, ce qui amène le fait de déporter ou de transférer le fardeau de vérification sur des éléments beaucoup plus simples, beaucoup moins intrusifs aussi d'ailleurs, sur le fait de vérifier l'âge et l'identité de la personne, tout dépendant. La Finlande saisit des bateaux pour avoir endommagé des câbles sous-marins. C'est une chose qui est de plus en plus importante, donc c'est intéressant de voir qu'il commence à avoir des actions coercitives, donc d'appréhender les gens qui cassent les câbles, qui brisent les câbles dans le sous-marin. Donc, dans ce cas-ci, puis surtout dans cette zone-là du monde, c'est très tendu. Donc, c'est pas anodin de voir ça, puis qu'il y ait enfin des gestes concrets pour bloquer et arrêter ce type de sabotage-là. Nouvelle suivante, protégez vos clés SSH avec Touch ID sur macOS. Beau tuto de Corben, donc allez voir si vous voulez protéger jusque-là vos clés SSH qui sont sur votre machine, parce qu'une fois que les clés SSH de votre machine sont perdues, donne accès à toutes les machines qui sont de l'autre côté, et donc sans plus de formalité. Donc, c'est une belle stratégie pour limiter la perte lors de la perte de ces clés-là ou la capacité de perte. Bref, l'accès à ce qui va avec ce type de choses-là et donc se protéger des infos styleux etc. Un petit article sur le retour sur investissement des logiciels de gestion de surface d'attaque. Essentiellement, c'est un peu un tutoriel aussi, c'est pour expliquer les faiblesses de ces stratégies-là pour arriver à un bénéfice ou un retour sur investissement. Puis l'article mentionne beaucoup de faux pas et des choses qu'il faut effectivement faire. Puis dans les faits, c'est une très bonne approche d'avoir ça. C'est juste qu'il ne faut pas arriver ça avec comme première solution parce que si on n'a pas la maturité suffisante pour déployer ce type d'outil-là, on va se perdre dans un océan d'informations qui va être vraiment trop grand pour ce qu'on est capable de gérer. Il vaut mieux partir petit, sécuriser, inventorier et ensuite monter en puissance et notamment arriver avec une solution de gestion d'attaque, de gestion de surface d'attaque. Justement pour arriver beaucoup plus loin et beaucoup plus sophistiqué et ne pas se faire inonder en chemin. Donc, c'est juste un chemin normal qu'il faut prendre. Donc, article très intéressant par ailleurs pour ceux qui ont moins de connaissances dans ce domaine-là. Le fonctionnement de l'équipe de sécurité du kernel de Linux, ça explique un peu comment les bugs sont divulgués, comment c'est fait le traitement, et ainsi de suite. Donc, c'est très intéressant de voir l'arrière du décor sur comment les autres fonctionnent puis leur approche. Dernière nouvelle de cette section-là, petit tutoriel de Wired sur comment protéger votre Android ou votre iPhone. Notamment iPhone, le mode lockdown est un très bel exemple de mesures rapides, mais bon, tout le reste, ça explique un peu. Je suis moins familier Android parce que je n'utilise pas ça sur une base régulière. Donc, il y a quand même des conseils très utiles, notamment pour vos parents. Le temps des fêtes est fini. Donc, c'est plus difficile de communiquer cette information-là autour de vous. Mais tout au long de l'année, vous avez la possibilité de transmettre cette belle connaissance-là autour de vous, justement, pour que les gens soient plus protégés, moins de comportements à risque et mettre en place des moyens sur leur téléphone pour se protéger adéquatement et éviter de tomber dans des fraudes. Section suivante, c'est le rouge cette fois-ci. Nouvelle vulnérabilité sur les casques Bluetooth. C'est essentiellement, je l'ai gardé cette nouvelle-là parce que pour avoir vu un nombre d'avis de sécurité à travers mon travail dans les 10 dernières années qui sont très négatifs face à cette technologie-là et qui interdisent l'usage des casques Bluetooth. Toutes ces personnes vont se réjouir que cette nouvelle-là soit sortie, qu'il y a vraiment une faille réelle et un problème réel par rapport à cette technologie-là. Ce qu'il faut en retenir au-delà de cette réjouissance-là, de ces gens-là qui, en certains cas, où j'ai eu à
valider les avis en question dans lesquels j'étais en désaccord avec cette fermeture extrême. Ça devient toujours une analyse de risque. Donc, si on n'écoute que de la musique, c'est pas super grave. Si on a des discussions sur des gros contrats privés et confidentiels, ben, c'est peut-être pas une bonne chose d'utiliser ce genre de choses-là. Et c'est essentiellement le message que j'avais il y a 10 ans, c'est le même message que j'ai maintenant. Si on se compare les banales, c'est pas grave de l'utiliser comme si c'est plus important, ben, ne pas utiliser ce type de choses-là. Mais c'est comme à la limite d'utiliser une ligne terrestre plus que d'un cellulaire et bref, tout ça de mettre modèle de menace, modèle de risque qui est cohérent par rapport à ce qu'on a. Mais bon, c'est un clin d'œil par rapport à toutes les personnes avec qui je me suis pris la tête sur ce refus très catégorique des casques Bluetooth. Un ancien employé de Coinbase, ou en tout cas un sous-traitant en Inde, dans ce cas-ci, qui a facilité une fraude. Essentiellement, cette nouvelle-là, pas que ça Coinbase ou whatever, c'est plus le fait de se protéger contre les menaces internes et souvent les menaces internes sous-traitées. C'est un peu plus ça, on l'a vu aussi avec d'autres problèmes aux États-Unis notamment, où c'est plus les sous-traitants qui ont amené des vulnérabilités humaines dans l'organisation en répondant on n'avait pas les contrôles humains suffisants pour bloquer les tentative d'attaque ou de détournement d'informations. Donc, c'est un peu dans la même chose. Dans ce cas-ci, c'est un geste délibéré de cette personne-là et non un geste par manque de formation. Mais encore là, l'employé interne ou le sous-traitant, qui est essentiellement comme un employé interne, est toujours un risque. Et il faut le modéliser dans notre approche et mettre les choses en conséquence par formation, détection et ainsi de suite. J'ai un très bel épisode sur la fraude qui avait été enregistré avec Quantum. Donc, retourner dans le passé, dans les différentes choses que j'ai enregistrées. Et je le mettrai dans les show notes là, pour référence si vous désirez aller l'écouter parce que c'est très intéressant sur comment aborder la fraude, comment la détecter, comment l'arrêter. Bref, je vais vous diriger vers ce super podcast-là. Mustang Panda attaque avec un driver signé. C'est intéressant, pas parce que, bon, ils ont utilisé cette approche-là spécifiquement, mais ça revient toujours au fait que les attaquants utilisent toujours des moyens pour détourner nos outils de surveillance, donc passer en dessous du radar. Les deux épisodes avec Charles Hamilton, les deux récents épisodes avec Charles Hamilton sur le fait de contourner l'EDR est un peu dans cette optique-là, où c'est facile à détourner dans ce cas-ci la signature des drivers a été une stratégie par Microsoft, qui est une très bonne stratégie par ailleurs, pour réussir à limiter la capacité des attaquants de contourner les moyens de protection, justement, où on trompait les utilisateurs à installer des choses qu'ils ne devraient pas, donc en ayant des alertes ou un blocage complet, comme on peut retrouver sur le macOS aussi d'ailleurs, est une approche qui permet de limiter ça. C'est pas foolproof, ça en est un exemple. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que je le ramène. C'est pas foolproof parce que certaines personnes en cyber ont tendance à fermer les yeux rapidement. J'ai un DR, j'ai pas à m'inquiéter. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des conséquences à ça. Et notamment d'avoir des signaux, puis probablement que les EDR vont s'améliorer, ou pas s'améliorer, mais vont changer leur fenêtre de détection pour s'aligner avec comment les choses se passent actuellement. Mais si vous avez des EDR qui ne le font pas encore, de détecter tout le chargement ou l'installation de pilotes de périphériques qui ont la potentialité d'être un rootkit, même si celui-ci est signé ou avec une signature qui peut être étrange. Je pense qu'il mentionne la signature dans l'article, mais je n'ai pas l'information. Mais c'est pas autant ça l'important que de mettre des moyens efficaces et face à des groupes, face à des situations qui sont plus probables. Dans le cas de Mustang Panda, ça attaque un certain créneau particulier, fait que vous n'êtes pas nécessairement touché. Donc, d'avoir une connaissance de la menace inhérente à votre business, c'est très important parce qu'elle va axer et elle va permettre de raffiner les règles de détection, notamment dans l'EDR, mais pas exclusivement, pour être vraiment pile poil sur ce que vous avez besoin, ce qui est le plus probable chez vous. Article suivant, c'est Intercept. C'est Corbin partage le fait qu'il a découvert un dashboard pour faire du pas du Wi-Fi, là, mais d'utiliser les clés RTL, SDR, là, du Software Defined Radio, quel mauvais anglais, qui permet essentiellement de faciliter l'usage des outils qui sont associés à cette façon-là là, du SDR et qui nous permet justement d'aller plus loin pour les gens qui ont un peu moins de facilité avec ce genre de choses-là. Et ça me donne le goût de réouvrir. J'ai une 4 ou 5 cartes de cette nature-là dans une époque où j'étais beaucoup plus actif. Fin des années 2010 et fin des années 2010, j'étais beaucoup plus actif dans l'univers des radiofréquences.
je m'étais beaucoup plus amusé avec ces choses-là. Faudrait j'ai ça, puis ça m'a donné le goût de voir aller retaponner un peu dans ces choses-là parmi les milliers de dans le projet. Fait que je vais mettre ça sur les choses, mais vérifier au moins minimalement tester cet outil-là qui a l'air très facilitant pour avoir un certain nombre de choses, puis me remettre un peu les deux mains dedans, puis me réhabituer à ce volet-là que j'ai abandonné dans les 5 à 10 dernières années. Bref, dernière nouvelle de cette section-là, les infos stealers sont utilisés de plus en plus pour propulser vers des attaques beaucoup plus sophistiquées, généralement pour le hosting de malware dans des infrastructures business ou ainsi de suite. C'est pas sans rappeler la conférence d'Olivier Bilodeau au Secure l'an dernier, ou les différentes interventions des gens de Flare avec qui j'ai eu l'occasion de parler, où on a effectivement une bascule où c'est rendu peut-être un initial access, l'info stealer, pour aller plus loin. Donc, c'est pas parce qu'on va volé les mots de passe pour votre compte de banque qu'ils vont s'arrêter là, ils vont peut-être aller plus loin. Et s'ils voient un réseau corporatif relié, ben c'est très légitime pour eux d'aller plus loin parce que c'est leur modèle d'affaires. Et ça démontre aussi que les groupes criminels sont pas juste des one-trick ponies, c'est-à-dire qu'ils avancent, ils sont capables d'évoluer et voient les opportunités se présenter devant eux. Donc, quand on leur offre l'opportunité de nous voler plus grandement, ben, ils vont la saisir malheureusement, cette opportunité. Donc, c'est à nous à se protéger en tant qu'entreprise, de mettre les moyens en place et en tant qu'individu, de façon personnelle, d'aider notre entourage à limiter cette possibilité-là. Puis les infos vivent encore beaucoup sur les click fix. Et d'ailleurs, ça me rappelle qu'il faudrait que je reparle avec mes amis de chez Cloudflare pour peut-être me resynchroniser sur où se trouve exactement l'actuel des choses pour ce type de choses-là. Section suivante, privacy. Il y en a quand même beaucoup cette semaine. La première, c'est de Carbon, c'est comment les services savent détecter que vous êtes en arrière d'un proxy ou d'un VPN ou peu importe. Essentiellement, c'est la capacité de voir la latence dans la communication. Fait que si vous pensez que vous êtes subtil, vous utilisez un VPN puis ils ne savent pas, c'est pas vrai. C'est notamment des façons qui sont utilisées pour détecter les VPN par les grands streamers, justement pour ceux qui trichent les éléments de géolocalisation. Donc, c'est une façon d'y arriver. Pas exclusivement parce qu'il y a des gens qui sont quand même en arrière des proxys, puis ça a quand même des effets, mais somme toute, ils utilisent la latence de votre communication pour détecter où se situe votre place réelle. C'est un exemple, j'en avais vu dans d'autres setups de vérifier les latences. Il y avait effectivement vérifié les états de latence aussi pour savoir si les sorties VPN étaient dans les pays qu'ils disaient être réellement. Donc, c'est d'autres façons. Fait qu'il y a plein de petits éléments subtils. Fait que si vous êtes familier avec les notions réseau, ça ne vous est pas inconnu, ce type de choses-là. Donc, ça démontre à quel point cette technologie, tous les éléments, les petits grammaires de la technologie sont encore essentiels dans la compréhension globale de ce que c'est. Et les gens en TI et SI perdent tranquillement un peu leur connaissance de ce côté-là. J'en ai fait mention un peu là, à travers différents podcasts, mais je trouve ça un peu malheureux parce que c'est tellement un beau domaine dans lequel on devrait s'intéresser de façon beaucoup plus approfondie, puisqu'il y a tellement de belles choses dans ce domaine-là. Nouvelle suivante, Flock, système de caméra de surveillance, a fait une démonstration de la capacité de capter le visage. Les caméras sont très puissantes. C'était reconnu Flock pour les caméras de plaque automobile. Là, c'est vraiment pour les visages et ça suit les gens et c'est très d'une efficacité redoutable. Donc, ça démontre à quel point on s'en va dans une société de surveillance et à quel point la technologie et l'intelligence artificielle facilitent cette surveillance-là pour ceux qui ont beaucoup d'argent et l'État. Et les deux nouvelles suivantes, puis ça sont en tout cas, bref, les nouvelles suivantes sont un peu effroyables par rapport à ça. La Cour suprême de la Pennsylvanie a confirmé que la police avait le droit de d'aller extraire les recherches Google. Les moyens donnés, puis l'article que je donne en référence, c'est celui de Carbon, mais les moyens donnés ne sont pas toute une très grande efficacité, ceux qui sont mentionnés là. Cherchez pas des choses illicites de toute façon, là. Arrêtez ça, mais ce qui est plus épeurant, c'est l'invasion de la vie privée là-dedans, à quel point l'État commence à rentrer de plus en plus, puis c'est un élément qui est de beaucoup plus apparent, qui est très apparent, en tout cas, bref, partout en Occident, là, en Europe et aux États-Unis, ça en est désastreux pour la protection de la vie privée, donc on est vraiment dans un univers qui change, malheureusement, contraire à ce qui pour moi, fait partie de mes valeurs, mais bref. C'est l'état des choses. Il y a des façons de se défendre. Puis, bon, bref, il y a plusieurs autres éléments que je vais aborder là-dessus
aujourd'hui, puis j'ai déjà abordé dans d'autres épisodes, là, puis j'en reviendrai pas, je me répéterai pas trop. Je suis pas encore rendu si vieux que ça, même si je me répète un peu encore. Nouvelle suivante, c'est le gouvernement américain aussi demande un accès sans relative contrainte aux bases de données biométriques de la police en Europe sous le prétexte de faciliter des entrées au pays sans visa. C'est un peu effrayant de savoir à quel point où l'appétit du gouvernement américain d'aller chercher toutes ces informations-là, notamment en Europe, justement pour alimenter leur base de données. Puis d'un point de vue pur égalé, même les pays européens entre eux ne partagent pas cette information-là. Ils vont aller sur la base de requêtes oui-non, ce qui est une bonne situation aussi, qu'on voit aussi beaucoup dans les identités numériques. On n'a pas besoin de savoir c'est quoi la date de naissance de quelqu'un, on a juste besoin de savoir son âge, bien qu'on transmet l'information puis on a une réponse si c'est oui-non. Donc, incidemment, dans un cas d'une base de données biométrique, on envoie une donnée biométrique, on nous confirme qu'on a ou pas, et peu importe la transaction, je n'ai pas nécessairement le détail, je n'ai pas écouté le vidéo parce que ça vient du CCC. Puis bon, j'avais pas nécessairement le temps d'écouter l'entièreté de la vidéo. Je n'ai écouté un autre, mais pas celle-là. Je l'ai écouté progressivement. Pour ça, bref, pour tous ceux qui ont pu être en Allemagne, assister. Je vous lève mon chapeau parce que c'est vraiment un événement très cher parce que ça amène des axes de réflexion très intéressantes. Ça en amène un. Fait que, bref, puis je vais aller écouter la vidéo incidemment parce qu'il vient de tomber dans mes choses. Puis bref, j'ai pas eu l'occasion d'écouter plus en live. Dernière nouvelle de ce bloc-là, du blog Privacy. C'est un article de Wired qui essentiellement mentionne que l'état de surveillance, normalement c'est l'État qui nous surveille, aux États-Unis avec le changement de donne qui s'est fait avec le changement de philosophie du gouvernement. Et avec un axe beaucoup plus répressif, notamment avec ce qui est mentionné comme étant les immigrants illégaux, amène les gens à beaucoup plus filmer, les policiers à beaucoup plus filmer ce qui se passe, les actions qui sont dans les rues. Donc, nous place dans une situation où il y a deux forces qui s'affrontent, c'est-à-dire l'État qui est, en ce sens-ci, si la population se rebelle comme ça, exagère dans l'exécution de son mandat, l'exécution de sa mission, et de l'autre côté, en réponse à cette exagération-là, le pushback qui est fait par les citoyens américains, c'est de filmer énormément ce que les policiers font. Ils sont même allés jusqu'en certains cas à doxer des gens, mais policiers au sens large, c'est pas juste le FBI, mais vraiment toute la capacité d'enforcement, d'application de la loi selon des différents secteurs américains. Et donc, ils sont allés jusqu'à suivre certains représentants jusqu'à la maison, doxer, c'est-à-dire de diffuser publiquement des informations sur des personnes qui travaillent pour ces organisations-là. Donc, ça l'amène un clivage et une polarisation encore beaucoup plus grande, ce qui est dommage parce que ça ne va pas dans la bonne direction globalement. Puis, la façon que le gouvernement américain milite à l'heure actuelle ou se dirige ne fait qu'amplifier cette réaction-là des citoyens. Et donc, il va y avoir une augmentation énorme de ces capacités-là à surveiller tout le monde. Tout le monde va surveiller. C'est pas une bonne chose. On l'a vu dans l'histoire que ça ne donne pas des bons résultats. Mais bref, c'est un peu l'état des choses. Et les plateformes sont de plus en plus soit collaborées avec l'État, soit des plateformes non centralisées qui vont être capables de transmettre. Bref, les choses vont changer. 2026 va être très particulier à bien des égards. Et ça va être très, très fascinant. Puis le milieu de la cybersécurité aussi va avoir des impacts très importants par rapport à ça. Parce qu'inévitablement, on est appelé dans ces situations parce que les outils qui sont utilisés ou les technologies sont dans notre créneau d'intervention normale. Donc, bref, on va être peut-être attiré ou tiré dans ces débats-là contre notre propre volonté. On n'aura probablement pas le choix. Section suivante, souveraineté, est intéressante cette semaine. La première, c'est la mention de Gaia X, ou un peu la façon européenne de reconstruire un Airbus, c'est-à-dire pas un Airbus au sens l'avion, mais la compagnie qui a été constituée en Europe, justement, qui était l'alliance de l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Angleterre, pour former Airbus, qui est devenu Airbus et qui est devenu une compagnie assez imposante pour contrecarrer un peu le poids de Boeing aux États-Unis. Donc, d'un peu de même point de vue, Gaia X, qui ne prend pas son envol très rapidement,
se veut un peu un Airbus du même genre, donc une consolidation de plusieurs groupes européens pour avoir un objectif unique. J'ai des doutes raisonnables. Déjà, Gaia X, c'est pas simple. La technologie, au sens où l'hébergement, c'est pas la même chose que la construction d'un avion. La construction d'un avion est un produit fini. Convaincre une corporation, c'est facile. Les data centers, les centres de données, c'est nos informations qui sont stockées. Donc, c'est de voir comment on va faire. Et c'est de présumer que tous les États membres de l'Union européenne sont super bien alignés, ont les mêmes valeurs et les mêmes objectifs. Donc, pas convaincu. Peut-être que certains pays vont avoir des avantages à aller fouiller les informations de d'autres pays. Fait que j'ai beaucoup plus de misère à voir cette grande plateforme européenne voir le jour comme Airbus a vu le jour pour l'aéronautique. Là. Ça, j'ai un peu de facilité à le voir. Par ailleurs, c'est des belles plateformes de point de vue national ou régalienne ou souveraine. C'est très intéressant de voir ces plateformes-là émerger par ailleurs. Et un des éléments forts qui dit, notamment dans l'article, mais qu'on peut ressentir, c'est l'aspect de collaboration et cette capacité-là d'interopérabilité entre les systèmes. Et ça, c'est une bonne chose, puis je pense que c'est là où il y a un gain énorme, où on garde une certaine capacité souveraine, mais en même temps, on est capable d'interagir de façon très efficace avec les autres. Puis d'ailleurs, on le voit dans le vidéo à la fin, parce que bref, ça. Le digital euro, j'ai vu ça passer par cette dame Shostak qui en fait référence d'une monnaie anonyme et sans frais d'utilisation, qui tombe essentiellement en compétition avec les grands fournisseurs de cartes de crédit qui sont américains essentiellement. Là. C'est un peu dans cette perspective-là. J'ai un peu de misère à voir qu'est-ce qu'un euro numérique face à l'euro tout court, comment tout ça se positionne. J'ai lu les textes, j'ai beaucoup de misère. Plusieurs personnes en Europe avec qui j'ai parlé qui ne sont pas nécessairement favorables à cette initiative-là parce que c'est une déviation d'argent pour mettre en œuvre. Donc, je demeure très sceptique par rapport à ce que c'est quoi l'objectif, qu'est-ce qu'ils veulent. Tu sais, s'ils veulent vraiment remplacer les cartes de crédit, je ne suis pas convaincu que c'est la meilleure façon d'y arriver. Les mouvements d'argent, c'est complexe, c'est des lois, c'est pas facile, il y a des banques, il y a de la monnaie virtuelle au sens où les cartes de crédit, c'est des monnaies virtuelles, là, dans ce sens-là où ils ne sont pas détenteurs comme peuvent l'être les États souverains, mais bref, je demeure partiellement sceptique, mais en même temps, si ça vient casser le monopole des cartes de crédit américaines dans un contexte mondial, un peu comme on a vu avec la guerre en Russie, Ukraine-Russie, ou d'avoir débarqué de SWIFT et finalement de forcer les Russes, notamment, ne plus utiliser le dollar américain, mais ensuite, bref, ça l'a changé un peu la donne, puis ça va avoir des impacts sur l'économie mondiale. Comme toutes les décisions qui sont prises par le gouvernement américain là-dessus ont des effets sur l'économie mondiale. Donc, c'est très intéressant de voir comment les choses vont changer. Je sens qu'on a une fragmentation qui s'en vient devant nous. Puis j'ai hâte de voir, mais je suis un peu sceptique par rapport au déploiement de ce euro numérique qui, pour moi, dans le fond, tout argent est virtuel. Là. C'est pas le fait que le en support papier qui en définit le côté abstrait de ce que c'est. Là. C'est une fiction, l'argent. Donc, le fait que le rendre numérique, c'est pas une nouvelle fiction, c'est juste pas le même support dans lequel la fiction se vit. Mais bref, ça, c'est la façon que je vois. Puis j'imagine que peut-être parmi vous avez une vision plus claire et plus exacte. Donc, si vous avez vous l'avez, partagez-la. J'aimerais ça comprendre parce que je n'y vois pas grand-chose autre qu'avoir des risques, augmentation de la fraude, augmentation des problèmes, de la fausse argent. Et je trouve qu'il y a plus de problèmes à cette situation-là que ça n'en arrive. Bref. Je suis peut-être un peu pessimiste, disons. La Chine exige que 50% des machines de fabrication soient construites localement et c'est sur la base, et c'est bloqué par l'octroi des permis de construction. Essentiellement, si vous avez une usine de processeurs ou de peu importe le type de chip que vous avez, vous devez avoir 50% d'équipement de construction fait en Chine. Donc, c'est une exigence de niveau de contenu. C'est fait pour favoriser ce qui est fait en Chine pour augmenter aussi le degré de compétence. C'est en réaction à ce que les Américains font.
d'amener des gens comme ça à se rendre autonomes par rapport aux géants américains, c'est pas une super stratégie si on le regarde sur un point de vue défensif-offensif, d'un point de vue militaire. Donc, je comprends mal la stratégie américaine à l'heure actuelle de polariser, de forcer les Chinois à devenir plus autonomes. Donc, ça a comme un aspect un peu particulier. Et la nouvelle suivante qui est très intéressante, la compagnie ASML de Hollande, c'est la compagnie qui fabrique les dites machines. Donc, en ce moment, dites machines, pas toutes les machines, mais bref, des technologies. Puis c'est le seul fabricant mondial qui contrôle toute cette technologie-là. Donc, c'est très intéressant de voir que le point d'ancrage est européen, là, en l'occurrence. Puis d'ailleurs, il y avait un certain nombre de débats autour de ça il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Mais bon, bref, c'est compliqué, la souveraineté numérique, tous ces éléments-là ensemble. Le fait d'avoir Trump qui a donné un coup de pied dans notre gap, qui nous a réveillés malgré nous à cette situation-là, est aussi particulière. Dernière nouvelle de cette section-ci, c'est une présentation de Cory Doctorow au CCC également, qui parle justement de l'Internet après les Américains. Et essentiellement, puis ce que je mentionne depuis le début de ce podcast, le fait que Trump a changé la donne et vont aller dans un axe beaucoup plus isolationniste qui coupe les liens avec l'étranger et se centre plus sur eux-mêmes, c'est l'occasion d'ouvrir et de se réapproprier chacun des pays, de se réapproprier la technologie, de vivre en dehors et de faire des choix qui sont cohérents par rapport à ça. Écoutez, la présentation, elle est super géniale. J'en parlerai pas beaucoup plus que ça ici. Le but, c'est pas de répéter ce qu'il a dit. Allez l'écouter, mais bref, ça donne un élément de réflexion très important sur la place que chaque pays doit avoir, la souveraineté qu'elle doit avoir et comment elle se positionne. Donc, c'est très intéressant et clin d'œil, puis je ne le savais pas avant d'avoir écouté cet épisode-là, c'est Dr. Roy et un Canadien qui vit aux États-Unis. Donc, il a fait un petit clin d'œil de ça au début, puis bref, c'est une chose que j'ai appris. Dernière section, Fails et nouvelles insolites. Là, c'est vraiment, j'ai pas réussi à ramener ça différent, dans plus que ça, parce que vraiment des drôles de nouvelles. Et c'est la fin d'année qui nous amène ça, au début de la nouvelle année, là, qui nous amène à parler de ce genre de choses-là. Wired a sorti un article sur les pires hacks de 2025. J'en ai déjà abordé plusieurs sur le podcast, mais je vais le nommer puis peut-être commenter. Salesforce, j'en ai beaucoup parlé, fait que c'est tel que tel, c'est d'avoir fait un tiers littéralement cassé toute la structure. Puis d'ailleurs, Salesforce réduit sa dépendance à l'intelligence artificielle, probablement à cause de ça en partie. Clops a attaqué Oracle e-Business, donc ça a mis à terre beaucoup de compagnies qui étaient dépendants de cette technologie-là pour leur service back-office. Beaucoup de fuites, notamment aux États-Unis, dans des universités. Donc, des données, des des diplômes universitaires, des historiques universitaires, ainsi de suite. Fait que ça aussi, ça a été assez majeur. Aflac, un assureur américain, énormément de fuites aussi de ce côté-là, sur 23 millions, je pense, de dossiers d'assurance qui ont fuité. Mixpanel, un espèce d'outil de tracking web pour les statistiques. Ça, j'en avais parlé, c'est OpenAI qui a ouvertement abandonné, coupé les liens avec Mixpanel. Mais toutes ces technologies-là, tous ces brokers d'informations, tous ces petits pixels qui nous suivent, sont un danger parce que ça amène l'appétit de ceux qui veulent aller chercher cette information-là. Donc, c'est parce qu'on possède cette information-là, ça nous. En tout cas, bref, c'est très dangereux de jouer à ça et d'attirer l'œil de Sauron sur nous. Et la dernière chose de l'article, c'est Jaguar Land Rover. J'en ai largement parlé, notamment sur le fait que le gouvernement anglais a bail-out un peu. Donc, je trouve ça un peu mal que des compagnies subissent pas le plein revers de cette négligence TI. Il va falloir arrêter qu'on soit négligent parce que sinon on va s'effondrer. Puis j'ai l'impression qu'on n'est pas dans un contexte où on rattrape les attaquants. Je pense que les attaquants ont pris une longueur d'avance sur nous. Probablement qu'en 2025, on était trop omnibulés par le AI. On n'a pas mis assez d'énergie. Ça a été vraiment l'asile à quel point c'était un désastre en termes de fuite d'informations, de systèmes qui ont été attaqués, et ainsi de suite. Donc, bref, on n'est vraiment pas en amélioration, on n'est vraiment pas. Et d'ailleurs, la nouvelle suivante, ça c'est Corbyn qui reprend la compilation de quelqu'un d'autre de toutes les fuites d'informations qu'il y a eu en France cette année, en 2024-2025. C'est pas très glorieux et ça a grande
plainte par rapport à ça, c'est que à bien des égards, on est obligé d'utiliser notamment les services de l'État, de grands commerçants, des choses comme ça, des services numériques. On n'a plus aucun moyen non numérique et en même temps, on n'est pas dans un contexte où ces données-là sont protégées adéquatement. Fait qu'on est forcé à nous mettre de données dans un contexte où la protection n'est pas super élevée. On a vu plusieurs choses dans les dernières semaines. D'ailleurs, je n'ai abordé certains. Donc, de ce côté-là, si on nous oblige à mettre des données numériques, ben, s'il vous plaît, mettez les mesures de protection à niveau, à parité à ce qu'on pourrait s'attendre dans le monde réel. Donc, bref, c'est un peu ça le malaise dans tout ça où on est obligé, puis finalement, ben, on est piégé dans un contexte où on va faire partie d'une fuite d'informations parce qu'on est comme ça. Et cette course à la numérisation aussi est un problème à certains égards. Et peut-être que les gens qui sont dans ces organisations-là ne sont pas suffisamment imputables. On a l'ACNI qui donne des amendes, puis on va voir sur la nouvelle suivante. Mais par ailleurs, est-ce que les gens dans ces organisations-là, souvent publiques, sont imputables? Est-ce que les plus hauts dirigeants sont imputables, ces éléments-là? Et probablement que la réponse est non. Donc, sans imputabilité, on n'aura jamais aucun changement de comportement significatif. C'est humain, c'est comme ça. Et tant qu'on va continuer cette façon-là, ça va devenir complaisant. On a vu beaucoup de failles aux États-Unis aussi, beaucoup de fuites. Donc, c'est rendu endémique comme problème. Puis, c'est pas la façon qu'on l'aborde à l'heure actuelle qu'on va réussir à résoudre ce problème-là. En tout cas, pas de ça. Puis, bref, allez lire l'article. Quand même un très bon article de Corbin puis qui brosse un tableau très large par rapport à la situation et son malaise par rapport à comment l'inaction des décideurs par rapport à protéger adéquatement les informations des citoyens et comment tout ça se déroule. Bref, nouvelle suivante, ben, une compagnie française a 2 millions d'amendes parce qu'elle n'a pas bien protégé suite à une fuite d'informations. Essentiellement, puis ça c'est intéressant, c'est pour ça que je la mets là, la compagnie savait qu'elle avait des mesures correctives. En fait, elle décidait de ne pas les faire. Il y a eu fuite, il y a eu enquête et on était « Hey, vous saviez, vous n'avez pas agi. » 2 millions de pénalités. C'est pas un gros montant. Je ne sais pas par rapport à la taille de cette compagnie-là spécifiquement parce que c'est supposé d'ajuster, mais en même temps, c'est toujours. Puis je pense plus sûr parce que, puis bref, on le voit, on va prendre ça sur une pénalité par rapport au RGPD. L'effet réel n'est pas là. Ça fait plusieurs fois que je charle là-dessus sur le RGPD. C'est une très bonne idée, mais l'application n'amène pas une amélioration. On est encore dans des fuites massives, là, notamment, Corbin le disait sur le gouvernement français. Il y en a énormément de failles, puis ça, c'est lui parce qu'il parle de sa localité où il est situé, mais aux États-Unis aussi, ils doivent avoir le même problème. Ils ont le même problème au Canada, partout dans le monde, on a le même problème. Que c'est un peu laxiste, puis ces lois-là ne viennent pas protéger adéquatement ou ne tiennent pas responsables les gens pour que les gestes qui aient une petite peur en dedans d'eux qui les amène à être meilleurs et à aider leurs organisations à progresser, à aller de l'avant. Donc, bref, on est encore contraint en 2026 à subir plein de fuites d'informations, puis de s'indigner sur la place publique. Puis bon, bref, je vais laisser les gens qui sont plus des amateurs de l'indication, plus de l'indignation publique de le faire. Mais je trouve ça un peu malheureux qu'il n'y a pas de gestes concrets qui nous amènent à améliorer ça ailleurs. L'inauguration du maire de New York qui a eu une liste d'objets interdits, puis la nouvelle est intéressante, bon, très drôle, sur le fait que Raspberry Pi et le Flipper Zero étaient interdits. Puis ce qui m'a amusé, puis le clin d'œil là-dedans, c'est qu'ils ont confondu des objets avec des intentions. Donc à ce moment-là, il faudrait dire tout objet qui permet, disons, d'attaquer des réseaux Wi-Fi est interdit. Le Raspberry Pi et le Flipper Zero sont des exemples de ceux-ci. Donc, les donner en exemple, il ne pas le donner dans la liste d'objets interdits. Par ailleurs, la complication par rapport à ça, c'est un peu injuste de l'avoir mentionné comme ça. C'est que les gens qui contrôlent au point d'entrée n'ont pas nécessairement la connaissance de tous les objets qui sont dans ces catégories-là. Donc, à ce moment-là, on est dans un catch-22, fait qu'il n'y a pas de solution, mais c'est intéressant de voir puis d'amener peut-être la réflexion vers le fait de parler des objets de l'interdit. Pourquoi c'est interdit? Donc, tout objet qui permet de pirater du Wi-Fi ou du réseau sans fil, pas juste Wi-Fi, mais vraiment sans fil au sens large, doit être interdit parce qu'il y a des problèmes de sécurité, donc d'arriver avec des définitions un peu plus élargies.
Bref, nouvelle suivante, puis celle-là est vraiment cocasse, le fait que là, c'est le CISA ont déclaré une habilité critique de 9.8 sur le fait qu'une chaise électrique puisse être prise en contrôle. Là, je trouve ça anecdotique, puis j'ai sorti là parce que je trouve ça vraiment insolite sur le fait qu'on est rendu à un moment où on met n'importe quoi comme technologie qui se contrôle à distance, qu'on branche IP, qu'on branche n'importe quoi, sans aucune mesure minimale de sécurité. OK, pourquoi faire ce genre de choses-là si c'est pas si ça sert à rien? Fait que, bref, il faudrait peut-être se questionner sur qu'est-ce qu'on veut mettre en ligne. C'est quoi le modèle? C'est quoi? Un peu comme Cory Doctorow, le Lentification, c'est-à-dire pourquoi on met tant d'énergie sur qu'est-ce qu'on veut brancher. Pourquoi on branche tout sur Internet? Pourquoi on veut faire ça? Et peut-être même que le réel problème, une partie du problème, c'est le fait que les compagnies veulent monétiser cette information-là. Et donc, comme nous, comme consommateurs, il faudrait quand même qu'on soit capable de se retourner jusqu'à un certain point puis d'appliquer le fait qu'on n'achète pas ces objets-là. Si on a le choix de ne pas les acheter, parce que des fois, on n'a pas le choix, toutes les compagnies font la même chose. Donc, de réussir à aller vers ce genre de choses-là. Bref, autre nouvelle, inquiétude par rapport au fait que la cybersécurité aux États-Unis est en chute libre. L'article revient sur beaucoup de choses que je vois. C'est pas la première fois. Celui-là, c'est Wired là, qui en parle sur le fait que le désinvestissement en cybersécurité aux États-Unis, on a un président qui est très sur les symboles dans le monde réel, donc la dépense d'argent dans des choses qui sont abstraites comme la cyber n'est peut-être pas autant populaire, donc il a vraiment coupé dans les budgets de façon significative. Donc, on est en train de réduction d'un leader qui était les États-Unis, mais c'est en train de chuter. Par ailleurs, ça serait important que les autres leaders mondiaux, là, je vais nommer l'ANSSI par exemple, en France, que je connais bien, le Canada aussi, ces agences sont un peu plus secrètes, sont un peu moins visibles que l'ANSSI par exemple, mais tendent le Canadian Cyber machin, commence aussi à être en croissance, donc de prendre cette place-là, cette place publique-là, de commencer à publier des papiers originaux et de nous amener ailleurs. Donc, c'est important que ça grandisse et qu'il y ait une collaboration internationale au lieu d'avoir juste le NIST aux États-Unis essentiellement qui diffuse ou le CISA qui diffuse des informations. Que ces informations-là soient collaboratives. On a vu dans certains cas, dans le Five Eyes, une collaboration, mais c'est assimilé au Five Eyes. Je pense qu'on est devoir réfléchir la collaboration internationale pour se défendre contre des ennemis communs, pour protéger nos informations, nos infrastructures et ainsi de suite. Donc, de prendre la place que les Américains sont en train de laisser tomber. Puis pour les Américains eux-mêmes, c'est un peu triste que cette protection-là s'enfuit, c'est d'une tristesse infinie par rapport à ce qui se passe là, mais comme étranger, on a très peu de capacité à influer sur la situation. Avant-dernière nouvelle, puis l'autre est particulière, en tout cas, le DHS dit que le Real ID, l'espèce de vérification qui est adjointe aux cartes d'identité dans les États, n'est pas valide pour confirmer la citoyenneté. C'est aussi absurde. L'article est beaucoup plus complet, aborde beaucoup d'éléments de quand c'est arrivé, de vie privée qui est là-dedans, tout ça. Il y a beaucoup de mélange de choses. Je l'ai mis dans Insolite Fails et non dans Privacy parce que c'est pas cet axe-là qui m'intéresse autant c'est le DHS qui confirme et corrobore que les processus de l'État qui fait du Real ID sont corrects et de l'autre côté ne valide pas. Fait que si la main droite ne parle pas à la main gauche, il y a confusion sur les exigences de l'exécutif, essentiellement le gouvernement, d'arriver à des quotas avec des choses comme ça. Fait que, bref, tout ça est mélangé et donne des résultats qui sont ma foi, assez désastreux, puis une perte de confiance des citoyens face à l'État. Déjà qu'aux États-Unis, le citoyen n'est pas fondamentalement, ne croit pas que l'État a son bien à cœur. En tout cas, il veut bref, si on amplifie encore ce problème-là, ça va être assez important. Puis les dommages faits à la société américaine sont quand même assez significatifs. Tout ça n'est pas positif. Il y a plusieurs nouvelles pas très chouettes pour les Américains. En tout cas, cette semaine, c'est un peu moche tout ça. Puis ça va avoir des effets sur tout le monde puisque ils rayonnent malgré eux encore. Ce genre de choses-là. Dernière nouvelle, puis celle-là, elle me fascine beaucoup. J'ai regroupé trois nouvelles ensemble. La première, c'est le fait que X dégringole en France. Ça, c'est Corbyn qui relate ça avec des statistiques qui sont sorties. Puis lui, ça le réjouit parce que
Bon, il est en désaccord avec cette plateforme-là, mais plus largement que ça, lui, c'est sorti des réseaux parce qu'il trouvait ça, c'était rendu toxique. Ça, c'est une approche. Cela étant, il serait bien que les gouvernements, les institutions publiques en Europe se déconnectent de ces plateformes-là. Qu'on vienne dire que ça va limiter la communication avec les citoyens, je ne suis pas convaincu. Tant qu'à moi, sortez des plateformes, allez sur des plateformes soit de type fédéré, comme Mastodon par exemple, ou d'autres types, développez vos propres plateformes, peu importe. Sortez des plateformes américaines et centralisatrices qui ont cet effet-là. Et ça va avoir effet à terme de déplacer les gens pour aller consulter l'information sur les nouvelles plateformes qui sont européennes, qui vont permettre de transférer cette information-là. Fait que ça, c'est une première chose, une première facette. Et pour moi, c'est amplifié sur le fait que le Grok, le AI de X, était capable de faire de la pornographie juvénile, dénude les photos des personnes, aucune contrainte par rapport à ce genre de choses-là. Là, il va falloir arrêter de jouer gentil avec ce genre de personnage-là qui ouvertement s'attaque aux institutions européennes, et qui fait ce genre de choses. Fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait action concrète de la part du bloc européen sur ces plateformes-là. Et donc, ça boucle sur le fait que X est en chute, mais en même temps, il faut que la chute soit réelle et donc bloquée et ne plus permettre ce genre de choses-là. Et en même temps, c'est un état de réflexion parce que le législateur européen au sens large met beaucoup d'énergie sur le chat control pour être capable d'aller limiter, en tout cas sous le couvert de la limitation de la pornographie juvénile, veut être capable d'aller inspecter les communications dans toutes les plateformes. Et là, quand on voit ce genre de choses-là se passer, je pense qu'il y a des priorités qui ne sont pas encore en bonne place. Je pense qu'on devrait arrêter des choses qui sont odieuses publiques puis qui n'ont pas besoin de loi spéciale pour intervenir avant de commencer à s'attaquer à des éléments beaucoup plus précis, plus petits que ce genre d'usage-là massif d'éléments comme ça. Bref, je finis sur un éditorial comme ça. C'est un bon retour en 2026. Je vais continuer à la même fréquence, du moins pour le premier trimestre. J'ai pris mon air d'aller, j'ai essayé de réduire, mais c'est pas encore top. Fait que, bref, sur ça, je vous souhaite une bonne semaine.